Média. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. La polémique continue d'enfler suite à l'incendie meurtrier de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, alors que le parquet de Louga a ouvert une information judiciaire qui vise l'ancien directeur de l'établissement et deux de ses collègues. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal passe à la vitesse supérieure et annonce une grève de 48 heures les 10 et 11 mai, c'est-à-dire lundi et mardi. Les détails en début d'édition. Projet de redécoupage territorial et administratif de la région de Dakar, comme celle de Bambilor. La commune de Yène rejette le projet. Sur 41 conseillers municipaux, 39 ont voté contre le redécoupage de la région. Dans la commune de Yène, on demande le départ du ministre des collectivités territoriales. 200 millions de dollars pour améliorer la qualité du service des infrastructures de télécommunications. C'est le budget que va investir la compagnie anglaise Helios Tower qui s'installe au Sénégal. Le cahier des charges a été signé cette semaine en présence du ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Les détails dans ce journal. Alors que sa démolition est annoncée depuis le mois d'août 2020, le marché Sandaga est toujours debout. Interdit d'accès, le bâtiment n'a pas été détruit. Les commerçants s'impatientent et attendent toujours le démarrage des travaux de réfection. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal sera en grève demain lundi ainsi que le mardi 11 mai. Le SAMES dénonce l'ouverture d'une information judiciaire contre les agents de santé suite à l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital de Linguère et le non-respect des normes dans les structures de santé. Dans son communiqué, le SAMES a annoncé que la grève va concerner les activités suivantes: les consultations, le programme réglé de chirurgie, les actes médicaux légaux, les réunions de coordination et toutes les instances administratives, les formations et réunions en ligne et toutes les autres activités non citées ici, sauf les urgences et le service minimum ne sont pas concernés. Le SAMES qui sera donc en grève demain lundi et mardi, une grève de 48 heures. Le SAMES tiendra également une assemblée générale demain lundi à partir de 11 heures à l'hôpital Magatte-Lô de Linguère où s'est déroulé cet incendie meurtrier qui a conduit à la mort de 4 nouveau-nés. Et cet incendie meurtrier à l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, toujours l'ancien directeur de l'établissement et deux de ses collègues sont visés par le parquet de Louga qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire alors que le syndicat autonome des médecins du Sénégal de Louga a annoncé son soutien au docteur Abdou Sarr. Il est rejoint par le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. D'après le SUTSAS, l'ancien directeur de l'hôpital et ses deux collègues ne peuvent être tenus comme seul responsable dans cette affaire qui a conduit à la mort de 4 nouveau-nés. Écoutons le porte-parole du SUTSAS. Ses propos sont recueillis par Thierno Fall. S'incline respectueusement devant la mémoire des bébés disparus lors de l'incendie survenu à l'unité de néonatologie de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère. Par ailleurs, l'Union régionale de Louga s'insurge contre les sorties médiatiques de la part des autorités sanitaires à l'endroit de nos collègues incriminés. Face à cette situation dont ils ne sont guère responsables à tout égard, car pour cet accident, il n'est pas uniquement d'ordre médical, mais il interpelle au contraire toute la hiérarchie sanitaire pour manque de personnel, d'équipement et surtout vétusté du matériel. La section régionale de SUTSAS de Louga n'acceptera pas que nos camarades soient sacrifiés. Le SUTSAS qui rejoint donc le SAMES qui sera lui en grève pour 48 heures à compter de demain lundi 10 mai.
Manifestation des populations du village de Nianyar, une localité située dans la commune de Sandiara. Sur place, les populations vivent dans des conditions difficiles. Absence d'eau, d'électricité et d'un poste de santé. Ils interpellent les autorités locales et l'État du Sénégal. Écoutons l'un de leurs porte-parole. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. Toute la population de Nianyar est sortie en masse pour s'exprimer le ras-le-bol de l'injustice qu'on a vécue pendant des années et des années. Nianyar, il est à 7 km de Sandiara. À Louli Bentening, c'est à 3 km. Les enfants quittent ici à 4 km pour aller à Louli. L'après-midi, ils descendent et ils vont aller puiser de l'eau avec des charrettes. Donc même pour apprendre les leçons, ça le cause des problèmes parce qu'ils n'ont pas de lampe électrique. Donc on veut du courant à Nianyar, on veut de l'eau à Nianyar. Même la santé, vous voyez la carte de santé qui est là-bas. Il n'y a même pas de paracétamol à l'intérieur, ni de l'alcool. S'il y a un cas d'urgence, on est obligé de prendre des charrettes pour l'acheminer à l'hôpital de Louli. Et vous avez vu l'état de la route. Ça ne nous permet même pas de passer là-bas. Durant l'hivernage, il y a partout de l'eau. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils nous disent qu'ils vont mettre de latérite sur la route. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On indexe le maire parce qu'il est au courant de ce qui se passe dans le village. À chaque fois qu'il y a des élections, il vient ici pour nous faire des promesses. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est ici, jusqu'à présent, il n'a rien fait de ce qui est concret pour notre vie. Et je vous le disais en titre, comme celle de Bambilor, la commune de Yenne s'oppose au projet de redécoupage administratif et territorial de la région de Dakar. Sur 41 conseillers municipaux, 39 ont voté contre le projet. Dans la commune, on demande le départ du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye. Écoutons le premier adjoint au maire. Ses propos sont recueillis par Ahmadou Bamba-Samb. Nous sommes d'organiser aujourd'hui un conseil municipal pour donner notre avis par rapport au projet de découpage en vue. Nous avons eu 41 personnes présentes. Le projet n'a pas été voté. C'est-à-dire l'avis du conseil municipal est négatif. C'est-à-dire on a eu 39 non et 2 oui. Et nous, ce que nous disons, c'est simple. C'est que le ministre Oumar Gueye est en train de se venger de Jaxaay. Parce qu'on sait que Jaxaay avait demandé l'érection d'une commune en 2011, d'où la naissance de la commune des délégations spéciales et la naissance de la commune de Jaxaay. C'est un rancunier, il veut se venger. Vous prenez un quartier, là où réside le maire de cette commune-là, vous voulez l'enlever. Vous prenez l'autre quartier où réside le premier adjoint au maire, vous voulez l'enlever. Regardez le découpage, ce qu'il a rattaché à Sangalkam. Presque une quinzaine de quartiers, de villages. Presque, Sangalkam devient la plus grande commune de Dakar. On ne peut pas être juge et parti. Nous demandons que Oumar Gueye démissionne. Exploitation annoncée du zircon à Kayar. L'association des producteurs maraîchers s'oppose à l'exploitation du zircon dans la commune. Le maire de la localité rejoint les producteurs maraîchers et assure que le conseil municipal n'a jamais été consulté. Plus d'explications avec Charanta Diop et Seyla Tire. L'attribution de 36 km² de terre à une entreprise dénommée AIG pour l'exploration et l'exploitation du zircon suscite beaucoup de remous à Kayar. Les populations mobilisées sont sorties en masse pour lancer un cri du cœur. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, les richesses minières sont devenues une malédiction pour les habitants de cette zone. On s'apprête à déguerpir les populations de Kayar, comme on l'a fait à Diogo, pour prendre ces terres et les donner à des firmes étrangères qui vont exploiter le zircon. Les mal intentionnés, ce qu'ils disent n'est pas du tout vrai. J'avais alerté quand le ministre de l'Agriculture était venu l'année dernière à Kayar avec le directeur de l'horticulture pour leur dire que Kayar est guetté par une situation qui risque de créer des problèmes. Parce qu'il y a un permis que j'ai vu attribuant à AIG une superficie de 36,9 km² qui couvrait pratiquement toute la commune de Kayar, sauf le quai de pêche, et une partie de la zone de Diender, de la commune de Diender. Et cette situation-là, il faudra trouver rapidement des solutions par rapport à ça. Le maire de Kayar est catégorique, ce projet d'exploitation du zircon ne passera pas. Nous interpellons directement le président de la République pour arrêter ce projet-là, arrêter le processus. Parce que ça ne peut pas continuer compte tenu de la défiance totale des populations de Kayar. Déjà, Kayar et Diender ont mis en place une plateforme pour dire « ne touche pas au domaine agricole ».
L'adduction d'eau, un terme qui désigne l'ensemble des techniques qui permettent de transporter l'eau de sa source à son lieu de consommation. Dans le département de Kaffrine, les habitants de la commune de Boulel dénoncent l'augmentation des frais d'adduction qui sont passés de 20 000 à 100 000 francs CFA. Elles annoncent un vote sanction lors des prochaines élections. Les détails, c'est avec Oumar Diaye et Boubacar Fall. La vague d'indignation contre Flex'Eau continue de plus belle. Après Ngodiba dernièrement, c'est au tour des populations de Aluku-Terre-Neuf, village situé dans la commune de Boulel, département de Kaffrine, de monter au créneau à travers un point de presse pour fustiger ce qu'elle appelle la confiscation de leur forage. Flex'Eau aussi nous a mis dans des conditions très infernales. Flex'Eau aussi est venu aussi pour gagner son bénéfice au détriment du peuple. En s'installant aussi dans le village. Donc dans ce cas, ils mettent dans de mauvaises conditions, des conditions même inestimables. Le comble est, selon les populations, l'augmentation des frais d'adduction d'eau qui passe de 20 000 à 100 000 francs. Auparavant, c'était une somme de 20 000 francs. Et actuellement, on a reçu l'information qu'ils disent que s'ils viennent aussi, ils vont augmenter les francs à une valeur approximative à 100 000 francs. Donc ça aussi. Pour elle, ce vent d'indignation contre Flex'Eau sera préjudiciable au président de la République. Monsieur le président aussi doit avertir son ministre, en saisissant aussi les autorités locales qui sont ici dans notre localité. Et même pas s'il y a quelque chose qui est derrière cette action ou pas. Nous sommes des cultivateurs, que le président Macky Sall nous vienne en aide. Durant les élections, nous réalisons de très bons scores en sa faveur. S'il ne nous aide pas, nous allons le sanctionner aux prochaines échéances. Les populations de Aluku-Terre-Neuf se disent décidées à ne pas payer les factures d'eau et interpellent le chef de l'État avant que le pire ne se produise. Dans la commune de Rufisque, la mairie prend les choses en main afin d'améliorer les conditions de vie des populations du quartier de Koloban-Gouy-Mouride. Alors que la localité manque d'infrastructures, la mairie a démarré plusieurs chantiers dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ahmadou Bambassamb et Abdou Diouf Diagne pour les détails. Un marché digne de ce nom, cette vieille doléance des femmes de Koloban-Gouy-Mouride est sur le point d'être réalisée. Une enveloppe de 102 millions de francs CFA est débloquée par la mairie de Rufisque-Est pour la réfection de ce lieu de commerce. Ce marché-là permettra quand même à Gouy-Mouride d'avoir son marché moderne. Et comme vous le savez, Gouy-Mouride, c'est presque 30 000 âmes qui prennent tous les jours le taxi pour aller au centre-ville. Et aujourd'hui, avec les infrastructures du terre, les ponts et autres, l'accès de l'entreprise est un peu difficile. C'est pourquoi notre objectif en tant que collectivité territoriale, c'est de multiplier ce type de marché. À côté de la réfection du marché, l'école du quartier va faire peau neuve avec la construction de 2 nouvelles salles de classe et une salle de réunion. Ceci grâce à un don de la Socosim. Comme vous le savez, cette action rentre dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise, visant aujourd'hui à aider les secteurs aujourd'hui de l'éducation et de la santé. Et à l'invite de la mairie aujourd'hui de Rufisque-Est, nous les accompagnons pour aujourd'hui financer cette construction de 2 salles de classe et une salle de réunion. Un geste de la cimenterie hautement salué par l'inspecteur d'académie. Un geste que nous apprécions à sa juste valeur. Et c'est pour cela que nous remercions le maire, parce que c'est via le maire que tout cela a été possible. Le poste de santé de Kérissouf, communément appelé PMI, est en chantier et disposera bientôt d'une maternité. On parle entrepreneuriat des jeunes avec cette initiative du centre social Mame Fatim Comté de Saint-Louis. 60 jeunes issus de milieux sociaux défavorisés ont été pris en charge afin d'être formés à différents métiers. Avant cela, une vingtaine de jeunes avaient déjà été formés au métier de pâtissier. Écoutons le directeur du centre social Mame Fatim Comté. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Mais il faut dire que c'est juste un prétexte pour leur montrer qu'une page vient d'être fermée, c'est la page de l'absence de formation, de la non-qualification. Aujourd'hui, c'est la page de l'entrepreneur qui doit être ouverte. Pour leur montrer qu'aujourd'hui, ils sont capables, avec de faibles moyens, de maigres moyens, de commencer leur formation, de commencer donc à mettre en place leur entreprise. On les a formés, on les a capacités dans le métier de pâtissier, mais on les a capacités aussi en entrepreneuriat et on a amené aussi des spécialistes donc, pour la formalisation. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'à les accompagner à mettre en place leur entreprise, c'est ce que effectivement le centre va faire.
de niveau scolaire, il y en a qui étaient des analphabètes, mais il y en a qui ont aussi un certain niveau scolaire. Mais nous voulons tout le dire qu'aujourd'hui, entreprendre ne dépend pas c'est pas une question de niveau scolaire, c'est juste une question de volonté. Quand on a son métier, on doit être capable de le faire. Le problème des jeunes, après la formation, c'est ça, c'est des financements qu'ils ne peuvent pas payer durant le temps, alors qu'ils étaient capables de prendre de petits financements et bâtir petit à petit. Et je crois que nous travaillons dans cet esprit. La pierre à lécher, un complément alimentaire pour animaux composé principalement de sels minéraux, jusque-là majoritairement importés, la pierre à lécher n'était pas toujours accessible aux éleveurs sénégalais. Une situation qui devrait changer puisqu'une usine de sel s'est lancée dans la production de ce fameux bloc destiné aux ruminants et aux équidés. Le ministre du Commerce s'est rendu dans l'unité de fabrication. Les images dans ce reportage de Ndongoka et Malik Diop. La pierre à lécher, un produit bien prisé par les éleveurs d'animaux de bétail. Jusqu'à un passé récent, le Sénégal n'avait aucune usine de fabrication de ces pierres. Seule l'importation était la solution pour ravitailler le marché de l'élevage, ce qui n'a jamais profité à l'industrie locale. Le Sénégal produit du sel en grande quantité, mais c'est du sel souvent qui est exporté à l'état brut. Et voir qu'il y a des industries au niveau national qui transforment ce sel, qui lui ajoutent de la valeur pour non seulement satisfaire à une demande qui est au niveau national mais également au niveau international, je tiens tout d'abord à les féliciter et à encourager les Sénégalais à consommer la production de nos entreprises. La filière sel est une filière extrêmement importante, surtout pour certaines régions de notre pays, telles que Fatick et Kaolack. Aujourd'hui, les éleveurs vont avoir moins de soucis pour trouver le produit. Une usine de fabrication de ces pierres est implantée dans la zone industrielle de Mbao. Son propriétaire assure pouvoir satisfaire la demande locale. Si on prend en 2019, qui sont les données les plus récentes, il y a eu plus de 5000 tonnes de pierres à lécher qui ont été importées au Sénégal. Le ëpp 9 milliards ci francs CFA matoon na ko en 2019. On peut satisfaire tout le marché sénégalais. Donc on connaît le besoin, on connaît la capacité. Le ministre du Commerce, en visite dans les installations de l'usine de production des pierres à lécher, a montré toute sa satisfaction. Toute la disponibilité du département du Commerce et des PME que j'ai l'honneur de diriger à les accompagner, à accompagner les entreprises pour qu'elles soient beaucoup plus performantes. Je voudrais encore une fois les féliciter, mais également encourager tous les Sénégalais, tous nos jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat. Selon Aminata Assom Diatta, des modèles d'industrie comme celui-ci sont à soutenir pour mieux développer des niches d'emploi pour les jeunes. Parlons à présent des conflits fonciers au Sénégal. La loi d'orientation agro-silvo-pastorale de 2004 serait la solution, d'après le spécialiste du droit foncier Abdou Wahab Ndiaye. D'après le professeur, à travers l'application de cette loi, il est possible de défendre les intérêts des populations tout en protégeant les investisseurs. Écoutons le professeur. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia. Je me dis que dans un pays de 196 712 km², il serait dangereux de reconnaître des droits de propriété sur des hectares de terre à des individus, même si ce sont des industriels. D'un autre côté aussi, ces industriels ont besoin de droits sécurisés pour pouvoir installer leur activité, pour pouvoir qui pourront porter leur activité. Alors, le bail amphithéotique est d'une durée très longue. Le bail amphithéotique accorde un droit réel, ce qui permet alors à l'investisseur de pouvoir amortir son investissement. De notre côté, ça permet à l'État de préserver ses sols pour les générations futures. Il ne transfère pas les propriétés, mais il transfère juste des droits d'une durée de vie limitée dans le temps. Donc tout le monde y gagne. Alors, en plus de ça, pendant toute la durée du bail, l'État perçoit des loyers. Donc ça devient une solution de compromis où État et industriels y trouvent leur compte sans pour autant que le peuple ou bien les générations futures n'aient quelque chose à perdre sur.
Parlons de toute autre chose à présent. Désormais, toute structure de recherche qui souhaite publier des données statistiques devra passer au préalable par l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Un visa statistique sera alors remis, sans quoi les données statistiques ne seront pas considérées comme officielles. Pour plus d'explications, écoutons le coordonnateur des agences régionales des ANSD. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Diamé. En mettant en place le visa statistique, nous voulons instaurer une sorte d'assurance qualité en matière de collecte des données. Autrement dit, toute structure désireuse produire des données de qualité, reconnues comme étant des données officielles, sera tenue de requérir le visa statistique auprès de l'ANSD. Et le fait d'avoir ce visa statistique garantit que les données ont été certifiées qualité par l'ANSD, aussi bien du point de vue de la méthodologie que du point de vue du dispositif de collecte et de la qualité même des données collectées. Les privés peuvent collecter des données et si ces structures privées veulent avoir le label de l'ANSD, veulent que les données soient labellisées des données officielles, ils seront tenus, n'est-ce pas, de solliciter le visa statistique. Maintenant, en marge de ces structures qui désirent produire des données officielles, d'autres entités personnelles ou bien des structures, des personnes morales ou physiques peuvent prendre l'initiative de produire des données, mais qui ne seront pas labellisées statistiques officielles par l'ANSD. Après la Tanzanie, le Congo, l'Afrique du Sud et le Ghana, l'opérateur anglais d'infrastructures de télécommunications Helios Tower s'installe au Sénégal. 200 millions de dollars, c'est le montant qui va être investi sur une période de 5 ans. Le cahier des charges a été signé en début de semaine en présence du ministre de l'économie numérique et des télécommunications. C'est la première fois qu'un opérateur d'infrastructures de télécommunications s'installe au Sénégal. Objectif, améliorer la qualité de service et permettre aux 3 opérateurs, c'est-à-dire Free, Orange et Expresso, de bénéficier de nouveaux services. Plus d'explications, c'est avec Chérif Diop. Le choix se justifie par la maturité du secteur selon l'ARTP. L'aboutissement d'un long processus qui a permis aux régulateurs d'instruire dans le respect des règles de transparence et des textes sectoriels en vigueur le dossier de ce candidat. Un processus inclusif suivant lequel la RTP dit avoir mis en place une commission composée des représentants de la présidence de la République, du ministère des Finances et du Budget et du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, dans l'objectif de veiller à ce que les intérêts de toutes les parties prenantes soient préservés. Dans un communiqué, le régulateur enseigne que Helios Towers permettra de rééquilibrer davantage la concurrence dans le secteur des télécommunications électroniques. Il est appelé à vendre ses capacités aux opérateurs, ce qui permettra à ces derniers, quelle que soit leur taille, de bénéficier d'un égal accès aux infrastructures sans aucun risque de discrimination. L'opérateur d'infrastructure peut aussi établir des infrastructures de communication électronique à des fins de location de capacités à destination de l'État du Sénégal et aux fournisseurs de services. En revanche, il ne peut en aucun cas offrir des services de communication électronique au grand public. L'opérateur anglais va investir au Sénégal un montant de 200 millions de dollars sur une période de 5 ans. Le Sénégal est le 6e pays à l'accueillir, après la Tanzanie, les 2 Congos, l'Afrique du Sud et le Ghana. L'annonce de sa démolition en août dernier avait suscité une vague de contestation chez les commerçants et pourtant plus de 87 ans après sa construction, le marché Sandaga est toujours debout. Interdit d'accès, le bâtiment n'a pas encore été détruit, un retard que les commerçants délogés n'apprécient pas puisqu'ils attendent avec impatience le démarrage des travaux de réfection. Direction le marché Sandaga avec nos reporters Aminata Mbaresso et Younous Diata. Au rond-point Sandaga, le monument est encore debout. Juste une clôture qui commence d'ailleurs à rouiller indique que le site n'est plus fréquenté. Si tu vas là-bas, tu vas retrouver les tas d'ordures. C'est un refuge de sans-abri. C'est les sans-abri qui logent là-bas. Il n'y a personne. C'est les sans-abri et les boudjumans qui sont là-bas. Il y avait des gens qui disaient qu'ils préfèrent mourir dans leur cantine que de sortir. On a négocié pour les faire sortir. Mais depuis, on n'a pas mis un point, on n'a pas démonté un point. Le marché Sandaga est toujours là, on n'a rien fait. Évacué depuis août 2020 pour des travaux de réfection,
Les anciens locataires du fameux marché Sandaga s'impatientent. Au centre de course, vraiment, c'est des pères de famille qui sont là-bas, mais qui souffrent. Si tu restes un mois, tu es dans un marché et tu ne peux même pas vendre un article, ça c'est la galère. Ils se disent nostalgiques. Vous avez vu les babouches là-bas, j'ai mon état là-bas. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent. Les gens, maintenant, on se travaille par téléphone. On me contacte par téléphone. Mes clients me contactent par téléphone. S'ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent, je vais les chercher, je viens les revendre. D'ici le démarrage des travaux de reconstruction du marché Sandaga, le site revit son ambiance habituelle, surtout en cette veille de fête. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Guinée-Conakry où plus de 15 orpailleurs sont morts dans un éboulement de roches. Au Tchad, encore des manifestations contre les militaires au pouvoir. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Et puis en Tunisie, c'est le confinement total face à la virulence de la troisième vague du Covid-19. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Dissa Prera. Drame en Guinée-Conakry, ils sont une quinzaine d'orpailleurs à trouver la mort sur une mine d'or située près de Sigiri, une localité dans le nord-est du pays. Selon des témoins, c'est une roche en surplomb qui s'est détachée et a provoqué l'éboulement. Un drame qui survient après une série d'autres accidents similaires qui ont fait ces dernières années des dizaines et des dizaines de victimes, souvent enterrées dans les galeries à 3 mètres de profondeur. Selon les sources, 2 femmes figurent parmi les victimes. Il n'est pas exclu que d'autres orpailleurs soient prisonniers des galeries dont l'accès sont obstrués par l'accident. Au Tchad, une nouvelle matinée de violence dispersée à N'Djamena. Les forces de sécurité ont tiré ce samedi des grenades lacrymogènes sur des manifestants qui protestaient contre la prise de pouvoir de l'armée après la mort de Idriss Déby. Un rassemblement organisé par Wakit Tama, une coalition de partis d'opposition et de représentants de la société civile. Une manifestation qui, à la veille, avait été interdite par les autorités militaires. Malgré cette interdiction, les manifestants sont descendus dans les rues en brandissant des banderoles et pancartes qui dénonçaient l'instauration d'une monarchie. Tunisie, les populations vont célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr en total confinement à partir de ce dimanche. Une décision des autorités sanitaires pour faire face à une troisième vague de Covid-19 particulièrement virulente. Les hôpitaux ont beaucoup de mal à gérer la hausse des cas de contamination. Dans la ville, les forces de sécurité ont renforcé le contrôle de la circulation. Un mot de sport à présent avec la saison inaugurale de la Basketball Africa League qui débutera le 16 mai prochain à Kigali au Rwanda. Logé dans le groupe C, le représentant sénégalais l'AS Douanes disputera son premier match le 17 mai face au GS Pétrolier de l'Algérie. La formation sénégalaise dénonce le manque de soutien des autorités. D'après l'AS Douanes, ils représentent toute une nation, ce qui nécessite plus d'implication afin de leur permettre de remporter le tournoi. Suivons à ce propos quelques basketteurs de l'AS Douanes. Bonsoir guys, moi Louis Adams. Moi Cheikh Bamba Diallo. Moi Alkali Ndour. Moi Birahim Gaye. Dañu doon lancer un appel pour tous les Sénégal parce que ñun ñu ngi fii Kigali ci benn tournoi bu tudd BEL di représenter basket local du Sénégal en même temps tout le peuple sénégalais. Dañu sentir ne amuñu benn soutien population sénégalaise bi. te dañu bëggoon ñu jàppale ñu xam nga moo tax ñuy lancer appel ngeen ñaanal ñu xam ne ñun suñu ndam seen ndam la lii nii ñuy def yëpp parce que local bi gën a dox suñu sport Sénégal bi gën a dox moo tax ñu doon leen lancer benn message rek ngeen jàpp si ngeen ñaanal ñu te yàlla tax ñu am ndam. yaa man dama doon wax ni que ñun ñëwuñu fi pour représenter douane ñëwuñu fi pour solo ñu fi maillot douane kese vert blanc dañoo ñëw pour sol fi maillot Sénégal dëkk bi yëpp lañu ñëw représenter te bu ñuy représenter dëkk suñu amul suñu ginnaaw ñu soutenir day metti kon foog ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen jàpp ci ñaanal ñu war ñu ne ko ñun si yéen la ñuy défendre yéen tam ngeen jàppale ñu soutenir ñu ba ñu mën a am ndam si kaw gars yi. incha allah dëgg tamit parce que li ñu def ni yëpp tamit pour basket Sénégal la pour yóbbu basket Sénégal ci kanam li ñu def ni yëpp duñu wax ñun fii kenn duñu woowee les douaniers les Sénégalais la ñu woowee. waaw kon ñu leen di ñaan rek ngeen jàppale ñu xam nga soutenir ñu loolu ñu mun soutenir ñu ngeen fasaale ñu tamit si ay ñaan yu Et veuillez nous excuser pour cet extrait qui était en Wolof et non pas en français. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre sur notre antenne les 5 minutes de Pape Anne, l'émission Ziyar de Yahawa qui sera suivie de Quartier Général avec Pape Cher Diallo et toute son équipe. Demain, pour le journal de 20h, retrouvez Chérif Diop. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Excellente soirée.